Le roi vampire surprit la fille de la servante cachée dans le garde-manger, dévorant les restes de la veille avec des doigts maculés de saleté. Elle leva les yeux, le regard écarquillé de terreur. Mais au lieu d'une punition, il s'agenouilla à côté d'elle, poussa une assiette pleine vers elle et murmura l'unique question qui allait dévoiler son secret si soigneusement gardé. Les couloirs du château s'étiraient sans fin dans l'obscurité, leurs murs de pierre absorbant le son comme des bouches affamées, et Alaric s'y déplaçait avec le silence exercé de 3 siècles, ses bottes ne produisant aucun murmure contre les sols polis alors qu'il menait son inspection nocturne des lieux. La routine était devenue mécanique au fil des décennies, une série de points de contrôle qu'il visitait plus par habitude que par nécessité. Car quelle menace pouvait pénétrer une forteresse gouvernée par un roi vampire qui avait écrasé des rébellions et survécu à des dynasties entières par sa simple et implacable immortalité? Cette nuit ne semblait pas différente des 1000 nuits précédentes, l'air transportant les senteurs familières de bougies en cire d'abeille et de bois vieilli, les bruits lointains des serviteurs terminant leurs dernières tâches avant de se retirer dans les quartiers exigus qu'ils occupaient dans les entrailles de son magnifique domaine. Il passa devant la grande salle à manger où il avait reçu des dignitaires en visite plus tôt dans la soirée. La table encore chargée de mets à moitié consommés qui seraient débarrassés par des mains invisibles avant l'aube, et continua vers les cuisines où le personnel de nuit serait en train de nettoyer les dernières marmites en cuivre et de couvrir les feux. Mais c'est alors qu'il l'entendit, un son si faible que des oreilles mortelles l'auraient manqué entièrement, un grattement désespéré, comme des rats dans les murs, provenant du garde-manger des serviteurs juste derrière la cuisine principale. Prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne et laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et quelle heure il est. C'est toujours fascinant de voir jusqu'où voyagent ces histoires à travers le monde. Merci. Alaric s'arrêta, ses instincts de prédateur s'aiguisant automatiquement, car toute activité non autorisée dans son château exigeait une enquête, aussi insignifiante qu'elle puisse se révéler. Il changea de direction, se dirigeant vers la porte du garde-manger qui était légèrement entr'ouverte, un filet de lumière de bougie s'échappant dans le couloir assombri. Le grattement continua, ponctué maintenant de petits bruits humides qui lui firent penser à des animaux se nourrissant, et il poussa silencieusement la porte, sa vision de vampire s'ajustant instantanément à l'intérieur sombre. Ce qu'il vit le fit s'arrêter net, chaque muscle de son corps se raidissant sous l'effet d'une émotion qu'il ne put nommer immédiatement. Une enfant était accroupie derrière une tour de sacs de farine, son petit corps voûté comme une créature sauvage protégeant sa proie, et elle enfournait de la nourriture dans sa bouche à 2 mains. Ses doigts, noirs de crasse, tandis qu'il raclait une sauce figée d'un bol fissuré et poussait du pain rassis entre ses lèvres plus vite qu'elle ne pouvait mâcher. Sa robe pendait sur sa silhouette comme un linceul, si élimé qu'il pouvait voir les arêtes vives de ses côtes à travers le tissu, chaque os clairement définie contre une peau qui paraissait grise à la lueur de la bougie. Elle ne pouvait avoir plus de 8 ans, cette petite chose sauvage mangeant des ordures dans son garde-manger, et alors même qu'il l'observait, elle attrapa un quignon de pain si dur qu'il avait verdi sur les bords et le déchira avec des dents qui semblaient trop grandes pour son visage émacié. Le garde-manger lui-même se moquait de son désespoir avec son abondance. Des étagères et des étagères de viande conservée et d'épices importées et des meules de fromage de la taille de roues de carrosse. Assez de nourriture pour nourrir un village pendant 1 mois, rangé en rangs soignés pendant que cet enfant dévorait des restes qui auraient dû être jetés aux cochons. Alaric sentit la colère monter dans sa poitrine, chaude et immédiate, car quelqu'un avait manqué à ses devoirs si les enfants des serviteurs en étaient réduits à fouiller comme des rats, et il s'apprêtait à appeler le chef du personnel de maison lorsque la fille leva les yeux et le vit debout dans l'embrasure de la porte. Elle se figea en pleine bouchée, un morceau de pain dépassant de sa bouche et de la sauce dégoulinant sur son menton en épais filets bruns.
et l'expression qui traversa son visage chassa la colère de son corps, comme de l'eau éteignant des flammes. Elle le regarda avec une terreur absolue, le genre de peur qui s'attend à ce que la mort suive la découverte, ses yeux énormes dans son visage décharné et tout son corps tremblant si violemment que le pain tomba de ses doigts inertes. Ses yeux contenaient quelque chose qui traversa 300 ans et le saisit à la gorge, quelque chose qu'il reconnut d'une vie qu'il avait passé des siècles à essayer d'oublier, et soudain, il n'était plus un roi vampire debout dans le garde-manger de son château, mais un garçon de 9 ans, regardant les mains de son père trembler alors qu'elle divisait une seule pomme de terre entre 5 personnes. La reconnaissance le frappa comme un coup physique, lui coupant le souffle bien qu'il n'eût pas eu besoin de respirer depuis plus longtemps que cet enfant n'était en vie, et il se retrouva à bouger sans décision consciente, ses articulations craquant audiblement alors qu'il s'abaissait pour s'agenouiller sur le sol de pierre froide. La fille recula, se pressant contre les sacs de farine comme si elle pouvait disparaître en eux, et il vit maintenant que c'était la fille de Margaret, la gouvernante en chef, qui frottait ses sols jusqu'à ce qu'ils brillent comme des miroirs et ne croisait jamais son regard quand elle travaillait. Il avait remarqué l'excellence de la femme, mais n'avait jamais pensé à regarder au-delà, ne s'était jamais interrogé sur la vie qu'elle menait lorsqu'elle ne polissait pas son argenterie ou ne battait pas la poussière de ses tapis, et la honte de cette indifférence lui pesa sur l'estomac comme du plomb. Il y avait une assiette de dîner de serviteurs sur une étagère voisine, encore chaude des feux de la cuisine, et Alaric l'attrapa lentement, rendant ses mouvements évidents et non menaçants, alors qu'il la faisait glisser sur le sol vers l'enfant terrifié. Elle fixa l'assiette comme si elle pouvait la mordre, ses mains serrant le pain moisi contre sa poitrine comme un trésor, et il réalisa qu'elle ne comprenait pas qu'il la lui offrait plutôt que de l'utiliser comme une sorte de piège. La lueur de la bougie vacilla sur son visage, illuminant des traits qui auraient dû être doux d'enfance, mais qui semblaient au contraire anciens de faim, et il s'entendit murmurer une question qui semblait lui arracher du verre de la gorge. « Quand as-tu mangé un repas complet pour la dernière fois ?» Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, et il la regarda les assimiler, vit le moment exact où elle comprit qu'il voulait une réponse, plutôt que de simplement exiger qu'elle parte ou de la menacer de punition pour vol. Sa voix sortit à peine plus fort qu'un souffle, rauque et petite. « Il y a 3 jours, Votre Majesté. » Elle le dit comme une confession, comme l'aveu d'un crime terrible, puis les mots se déversèrent plus vite, comme si elle ne pouvait les arrêter une fois qu'ils avaient commencé. « Maman me donne ses portions, mais elle en a plus besoin. Elle a été si fatiguée. Elle travaille d'avant l'aube jusqu'à la nuit tombée, et ses mains saignent parfois à cause du savon à la soude, et je lui ai dit que je n'avais pas faim, mais elle savait que je mentais. » Alaric sentit sa mâchoire se crisper, sentit ses crocs menacés de s'allonger en réponse à la rage qui montait derrière ses côtes, mais il garda sa voix égale lorsqu'il posa des questions sur le personnel de cuisine. Les yeux de la fille tombèrent au sol, et elle murmura que les enfants mangeaient après tout le monde, qu'il ne restait jamais rien une fois que les adultes avaient fini, que le cuisinier disait que les corps en pleine croissance n'avaient pas besoin d'autant de nourriture que ceux qui travaillaient. Les mensonges étaient si transparents, si nonchalamment cruels, qu'Alaric dut fermer les yeux un instant pour se maîtriser, car l'envie d'aller dans la cuisine et d'arracher toutes les gorges qu'il y trouverait était presque irrésistible. Quand il rouvrit les yeux, la fille le regardait avec un mélange de peur et d'autre chose. Quelque chose qui aurait pu être de l'espoir, si l'espoir n'était pas une chose si dangereuse à ressentir pour quelqu'un dans sa position. Le garde-manger parut soudain plus petit, les murs se refermant sur lui, alors qu'il prenait conscience de chaque détail avec l'hyper-clarté de ses sens de vampire. La façon dont les ombres dansaient sur les étagères remplies de nourriture, coûtant plus que ce que la plupart des gens gagnaient en un an, l'odeur douceâtre des légumes en décomposition se mêlant au piquant âcre des épices venues de terres lointaines, le son du personnel de cuisine riant de quelque chose dans la pièce voisine.
alors que cet enfant mangeait des ordures à quelques mètres de leur célébration inconsciente. À l'extérieur du garde-manger, le château bourdonnait de ses routines vespérales. Des centaines de vies se déplaçant selon leur schéma prescrit, sans la moindre conscience que quelque chose de fondamental venait de basculer dans l'obscurité, que leur roi venait de découvrir une fissure dans les fondations de tout ce qu'il avait construit au cours de 3 siècles de règne. Alaric regarda les doigts maculés de saleté de la fille, la sauce séchant sur son menton, la robe élimée qui ne pouvait certainement pas la tenir au chaud dans les couloirs de pierre du château, et il se vit lui-même, vit le garçon qu'il avait été avant de faire le marché désespéré qu'il avait transformé en quelque chose qui ne pouvait mourir de faim, ne pouvait souffrir, ne pouvait être réduit à voler des restes juste pour survivre un jour de plus. Ce garçon était mort la nuit où il avait accepté le vampirisme, avait été consumé dans la transformation qui lui avait promis le pouvoir et la sécurité et la fin de la pauvreté écrasante et dévastatrice qui avait tué son père et l'aurait tué lui aussi s'il était resté humain. Il avait passé 300 ans à croire que cette mort avait été une miséricorde, que devenir un monstre était préférable à rester une victime. Mais en regardant cet enfant, il sentit le fantôme de ce garçon mort depuis longtemps s'agiter dans sa poitrine, exigeant de savoir à quoi avait servi tout ce pouvoir s'il avait simplement construit une version plus jolie de la même cruauté à laquelle il avait échappé. La question qu'il lui avait posée flottait toujours dans l'air, sans réponse significative, car savoir qu'elle avait mangé pour la dernière fois il y a 3 jours lui disait quand mais pas pourquoi, n'expliquait pas les systèmes et les choix et l'indifférence désinvolte qui l'avaient amené à ce moment, accroupi dans son garde-manger à manger des ordures, alors qu'il était à l'étage en train de discuter d'accords commerciaux autour d'un vin qui coûtait plus que le salaire annuel de sa mère. Emma, se souvint-il soudain, son nom était Emma, car Margaret avait mentionné sa fille une fois en nettoyant, avait dit quelque chose sur le fait que la fille était douée avec les chiffres, et il avait hoché la tête distraitement, sans vraiment entendre parce que les enfants des serviteurs étaient invisibles pour lui, avaient toujours été invisibles, étaient censés être invisibles pour que les gens comme lui puissent traverser leur vie sans le poids incommode de la souffrance des autres. Mais Emma était visible maintenant, terriblement visible, et alors qu'Alaric s'agenouillait sur le sol froid du garde-manger, ses articulations vieilles de 300 ans protestant et une assiette de nourriture refroidissant entre eux, il sentit quelque chose se fissurer en lui, quelque chose qu'il avait gardé soigneusement scellé depuis la nuit où il avait cessé d'être humain. Et il sut avec une certitude absolue que rien dans son monde soigneusement ordonné n'allait survivre à ce qui allait suivre. Le charme s'installa sur les traits d'Alaric comme une seconde peau, une magie ancienne remodelant son visage aristocratique en quelque chose de banal et d'usé, le genre de visage qui disparaît dans les foules et n'attire pas l'attention de ceux qui se considèrent importants. Et il examina son reflet dans la fenêtre assombrie de ses appartements privés, avant de descendre dans les entrailles de son propre château, déguisé en la chose même qu'il avait passé 3 siècles à éviter d'être. La transformation allait au-delà de l'apparence, émoussant la grâce prédatrice de ses mouvements jusqu'à ce qu'il traîne les pieds comme quelqu'un dont le corps a été brisé par des années de dur labeur, courbant les épaules dans la posture universelle des gens qui avaient appris que se faire plus petit signifiait parfois survivre un jour de plus. Il avait choisi le service de nuit dans les cuisines pour sa première mission, estimant que la nourriture était au cœur de ce dont il avait été témoin dans le garde-manger, et lorsqu'il se présenta au chef cuisinier comme un travailleur temporaire envoyé des domaines inférieurs, l'homme le regarda à peine avant de lui crier des instructions sur les marmites à récurer et où se trouvait le savon à la soude. La cuisine, la nuit, était un monde différent de l'espace de travail étincelant qu'il avait parfois traversé pendant la journée, les sols glissants de graisse et de matière végétale en décomposition, l'air épais de fumée provenant de feux qui brûlaient trop fort,
parce que les conduits n'avaient pas été correctement nettoyés depuis des mois. Alaric prit sa place au poste de lavage à côté de deux autres serviteurs, leurs mains à vif et saignantes à cause du savon caustique, et commença le travail abrutissant de récurer les marmites, tandis que les conversations fusaient autour de lui comme s'il n'était pas là. En 1 heure, il en avait appris plus sur le fonctionnement réel de sa maisonnée qu'en des décennies de règne, car les serviteurs parlaient librement entre eux, partageant informations et plaintes avec l'intimité facile de gens qui ne pouvaient compter que les uns sur les autres. Le personnel de cuisine fonctionnait selon une hiérarchie stricte qui n'avait rien à voir avec les postes officiels et tout à voir avec l'accès aux ressources, avec le chef cuisinier au sommet, contrôlant non seulement la préparation des repas, mais aussi tout le flux de nourriture à travers le château, décidant qui mangeait quoi, quand et en quelle quantité. Alaric observa avec une horreur croissante de la nourriture parfaitement bonne être mise de côté dans des récipients spéciaux, apprenant plus tard que ceux-ci seraient vendus au marché du village, les bénéfices étant partagés entre le personnel de cuisine supérieure, tandis que les repas préparés pour les serviteurs inférieurs se composaient des restes après que la noblesse et le personnel supérieur eurent pris leur part. Les enfants n'étaient mentionnés dans aucune planification de repas, leur existence étant apparemment si indigne d'attention que personne ne prenait la peine de tenir compte de leurs besoins. Et quand Alaric demanda prudemment les protocoles d'alimentation, on lui dit que les gosses mangeaient ce que leurs parents leur donnaient de leur portion personnelle. Il travailla toute la nuit, sa constitution de vampire rendant le travail physique trivial même sous l'effet du charme, mais il se força à bouger lentement et à se reposer périodiquement, comme le faisaient les travailleurs humains. Observant tout avec des yeux qui voyaient avec une clarté parfaite, même dans les coins les plus sombres. À l'aube, il avait assisté à la préparation du repas du matin, avait vu la différence frappante entre les plateaux envoyés à l'étage chargés de pain frais, de beurre et de crème, et la maigre bouillie versée dans des bols en bois pour les serviteurs qui avaient travaillé toute la nuit, avait regardé ces mêmes travailleurs épuisés avaler leur petit déjeuner inadéquat avant de commencer un autre service, car il n'y avait pas de période de repos intégrée dans les horaires. La nuit suivante, il travailla à la buanderie, un enfer de vapeur au niveau le plus bas du château, où les femmes restaient debout 12 heures d'affilée à frotter le linge dans une eau assez chaude pour faire bouillir de la viande, leurs mains enveloppées de chiffons qui ne protégeaient que peu contre les températures brûlantes et les produits chimiques agressifs. Margaret était là, et la voir à travers les yeux d'un autre serviteur, plutôt que comme son roi révéla une femme systématiquement détruite par son emploi, ses épaules courbées en permanence à force de se pencher sur les baquets de lavage, ses doigts noueux et marqués de cicatrices par des années de brûlures à la soude, son visage émacié par le genre d'épuisement qui vient d'un manque perpétuel de nourriture, de sommeil ou d'espoir. Elle travaillait avec une efficacité mécanique, frottant ses draps de soie jusqu'à ce qu'ils brillent, tout en portant une robe si usée qu'elle en était presque transparente, et pendant la brève pause repas, Alaric la regarda accepter sa portion de pain et de soupe claire. Manger exactement 3 bouchées, puis envelopper soigneusement le reste dans un morceau de tissu pour le ramener à ses quartiers. Les autres blanchisseuses remarquèrent, et l'une d'elles, une femme plus âgée aux yeux bienveillants, toucha doucement le bras de Margaret et lui dit qu'elle devait manger, qu'elle devenait trop maigre, qu'Emma préférerait avoir une mère vivante qu'une bouchée de pain supplémentaire. La réponse de Margaret fut à peine audible par-dessus le bruit de l'eau bouillante et du frottement. Mais l'ouïe de vampire d'Alaric capta chaque mot, alors qu'elle disait qu'Emma grandissait et avait plus besoin de nourriture, que les enfants ne devraient pas avoir à ressentir la faim comme ils le faisaient, qu'elle pouvait se débrouiller avec moins si cela signifiait que sa fille ne s'endormait pas en pleurant à cause de crampes d'estomac. La rage qui emplit Alaric à ce moment-là ne ressemblait à rien de ce qu'il avait connu depuis des siècles,
Une fureur chaude et suffocante qui fit vaciller dangereusement son charme alors que sa vraie nature menaçait de percer, et il dut sortir dans le couloir et rester dans l'obscurité jusqu'à ce qu'il puisse se maîtriser suffisamment pour maintenir son déguisement. Il revint pour trouver Margaret effondrée sur son baquet de lavage, inconsciente d'épuisement et de malnutrition, et regarda les autres travailleuses la ranimer avec de l'eau froide et la remettre sur pied, car il n'était pas permis d'arrêter de travailler, même si l'on était au seuil de la mort. La surveillante de la buanderie, une femme amère qui avait clairement gravi les échelons en étant plus vicieuse que compatissante, dit à Margaret que si elle s'évanouissait à nouveau, elle perdrait une journée de salaire, et Margaret hocha la tête silencieusement et retourna frotter avec des mains qui tremblaient si fort qu'elle pouvait à peine tenir la brosse. Alaric travailla à ses côtés pour le reste du service, et quand il se termina enfin, 16 heures après avoir commencé, il la suivit à distance alors qu'elle se dirigeait vers les quartiers des serviteurs, portant sa portion de nourriture emballée comme si elle était en or. Les quartiers des serviteurs se trouvaient dans une partie du château qu'Alaric n'avait jamais visitée. Un dédale de pièces exiguës creusées dans les pierres de fondation où le froid s'infiltrait à travers les murs et où aucun feu ne pouvait chasser l'humidité. Margaret partageait une seule pièce avec Emma et 3 autres familles de serviteurs, l'espace étant divisé par des draps suspendus qui offraient l'illusion de l'intimité, mais rien de plus. Et Alaric observa à travers une fente de la porte comment elle réveillait sa fille endormie et lui mettait la nourriture dans les mains. Emma tenta de refuser, sa jeune voix insistant sur le fait que sa mère devait manger, mais Margaret lui caressa les cheveux et mentit avec l'aisance exercée de quelqu'un qui le faisait depuis des années, affirmant qu'elle avait déjà mangé à sa faim au dîner. La fille était trop affamée pour discuter longtemps, et Alaric la regarda dévorer le pain et la soupe, tandis que sa mère était assise à côté d'elle, souriant comme si regarder son enfant manger était meilleur que n'importe quel repas qu'elle aurait pu consommer elle-même. Quand Emma s'endormit, Margaret s'autorisa à pleurer, des larmes silencieuses traçant des sillons sur son visage, alors qu'elle passait ses mains abîmées sur le corps trop maigre de sa fille, et Alaric dut s'éloigner avant de perdre complètement le contrôle et de commencer à tuer des gens. Il passa les nuits suivantes à travailler dans les écuries, les jardins, les équipes d'entretien, et partout où il allait, il trouvait le même système de caste brutal, se reproduisant comme une maladie, avec ceux qui avaient le pouvoir accumulant les ressources, tandis que ceux en dessous d'eux se battaient pour les restes. Le maître d'écurie mangeait mieux que certains nobles mineurs, tandis que les garçons qui curaient réellement les stalles et s'occupaient des chevaux subsistaient avec du pain moisi, et ce qu'ils pouvaient voler quand personne ne regardait. Le jardinier en chef vendait les meilleurs produits au marché du village, tandis qu'il était interdit à ses ouvriers de manger même les légumes trop laids pour être servis à la table du maître. Chaque département avait créé sa propre hiérarchie interne de souffrance, ceux au sommet justifiant leur cruauté comme un maintien de l'ordre et ceux au bas de l'échelle étant trop épuisés et affamés pour se rebeller. Et les enfants, quand Alaric se permit enfin de les voir, étaient partout et nulle part, des fantômes invisibles hantant les bords des espaces adultes, leurs corps tordus par la malnutrition et leurs yeux vieillis par la compréhension que le monde n'avait pas de place pour eux. Il vit Emma plusieurs fois au cours de son enquête, une fois en train de voler des épluchures de légumes du tas de compost derrière les cuisines et de les manger crus, terre, pourriture et tout, ses petites mains se déplaçant rapidement comme si elles s'attendaient à être attrapées et punies. Une autre fois, il regarda le chef cuisinier jeter un panier entier de pain frais au chien de chasse, tandis qu'Emma se tenait à l'entrée de la cuisine, ses yeux caves suivant chaque morceau disparaissant dans des gueules canines avides, et le cuisinier remarqua qu'elle regardait et rit, faisant une blague sur les mendiants et les choix qui fit glousser les autres membres du personnel de cuisine, tandis qu'Emma s'évanouissait de nouveau dans les ombres. Les mains d'Alaric tremblèrent si fort à ce moment-là qu'il laissa tomber la marmite qu'il était en train de récurer,
et le fracas attira l'attention du cuisinier sur lui. Une réprimande aboyée sur sa maladresse et des menaces de salaire réduits qu'Alaric absorba sans répondre. Car parler aurait signifié crier et crier, aurait conduit à arracher des gorges. La nuit, après la fin de ses services et son retour dans ses appartements où il laissait tomber le charme, Alaric commença une seconde mission. Enveloppant la nourriture de ses propres repas intacts dans un tissu simple et la laissant à l'extérieur des quartiers des serviteurs dans des endroits où elle serait trouvée mais non retracée jusqu'à lui. Les paquets disparaissaient toujours avant le matin, et il imaginait Emma les mangeant, imaginait son visage moins émacié et ses yeux moins hantés, et cette fantaisie le soutenait lors des réunions du conseil où il se trouvait incapable de se concentrer sur les accords commerciaux et les différents frontaliers parce que son esprit était plein d'images d'enfants mangeant des ordures. Ses conseillers remarquèrent sa distraction, échangeant des regards inquiets lorsqu'il leur demandait de se répéter plusieurs fois ou lorsqu'il regardait par les fenêtres au lieu d'examiner les documents. Mais Alaric ne pouvait se soucier de leurs préoccupations alors qu'il portait le poids d'une connaissance qui le détruisait de l'intérieur. Pendant la journée, il était le roi vampire, assis sur son trône et prenant des décisions qui affectaient des milliers de vies, et pendant la nuit, il était un serviteur sans nom, découvrant que son royaume était construit sur une cruauté systématique que tout le monde connaissait et que personne ne remettait en question. Il entendit deux servantes de cuisine parler pendant qu'il frottait les sols, leur voix portant clairement dans le silence d'avant l'aube. L'une disant que le vampire ne se souciait pas de ce qui se passait en bas, que les serviteurs étaient irremplaçables, et l'autre acquiesçant et ajoutant que la fille de Margaret ne passerait pas l'hiver parce qu'elle était trop faible. Elle discutait de la mort probable d'Emma avec le même ton désinvolte qu'elle pourrait utiliser pour parler du temps, et Alaric réalisa que pour elle, c'était normal, que des enfants mourant de faim dans un château plein de nourriture étaient simplement ainsi que les choses étaient et avaient toujours été. Il confronta son intendant le jour suivant, laissant tomber son masque royal assez longtemps pour demander directement depuis combien de temps les politiques alimentaires actuelles étaient en place, et l'homme parut confus par la question, comme si Alaric avait demandé la couleur du ciel. Des générations, Votre Majesté, répondit l'intendant. Depuis avant votre temps, cela maintient l'ordre, et il n'y avait aucune culpabilité dans sa voix, aucune conscience qu'il décrivait une atrocité. Juste la certitude fade de quelqu'un expliquant une procédure établie. Alaric le congédia avant que l'envie de commettre des violences ne devienne irrésistible, et il s'assit seul dans ses appartements, regardant ses mains et se souvenant comment elles avaient été autrefois les mains d'un enfant affamé, petite et désespérée, et toujours en quête de nourriture qui n'était pas là. Il s'était transformé en une créature qui ne pouvait mourir de faim, avait bâti un empire sur l'hypothèse que le pouvoir équivalait à la sécurité, et quelque part au cours de ces 300 ans, il avait recréé les conditions exactes sous lesquelles il avait souffert, était devenu le seigneur dans le château, tandis que des enfants mouraient de faim dans son sous-sol. Cette connaissance pesait dans sa poitrine comme de l'acide, consumant les distances prudentes qu'il avait maintenues entre lui et ses sujets, et il savait qu'il ne pouvait pas désapprendre ce qu'il avait appris, ne pouvait pas retourner à l'ignorance confortable qui lui avait permis de régner sans voir. Emma était devenue plus qu'un enfant affamé dans son esprit, s'était transformée en un symbole de chaque échec et de chaque cruauté qu'il avait permis par indifférence, et son obsession de réparer ce qu'il avait découvert n'était plus une question de justice, mais de rédemption, de se prouver à lui-même que le garçon qu'il avait été n'était pas mort pour rien quand il avait accepté le vampirisme. Mais la rédemption exigeait d'abord la destruction, exigeait de démolir les systèmes qui avaient grandi comme un cancer à travers sa maisonnée. Et Alaric pouvait sentir cette confrontation approcher comme une tempête à l'horizon, inévitable et catastrophique, et il se trouvait presque impatient de la voir arriver, tout en sachant que ce qui allait suivre remodèlerait tout ce qu'il avait construit et le détruirait peut-être au passage.
Alaric examinait des rapports dans son bureau privé lorsqu'il entendit le son, si faible qu'au début il crut l'avoir imaginé, un bruit sourd contre le bois, comme si quelque chose de petit et de fragile s'effondrait contre la porte de sa chambre. Il se leva de son bureau avec la vitesse surnaturelle de son espèce, traversa la pièce en 3 enjambées et ouvrit la lourde porte en chêne pour trouver Emma effondrée sur le sol à l'extérieur, son corps recroquevillé sur lui-même comme un insecte mourant. Sa peau si pâle qu'elle semblait translucide à la lueur des torches. Pendant un instant, il resta simplement à la regarder, son esprit refusant de traiter ce qu'il voyait, car trouver un enfant de serviteur inconscient devant ses appartements privés n'avait aucun sens, violait tous les protocoles et toutes les limites qui séparaient son monde du leur. Mais ensuite, l'entraînement l'emporta sur le choc et il tomba à genoux à côté d'elle, ses mains planant au-dessus de son corps, alors qu'il tentait d'évaluer les dégâts sans en causer davantage. Sa respiration était superficielle et irrégulière, ses lèvres gercées et saignantes, son pouls si faible qu'il dut presser ses doigts contre sa gorge pour le trouver. Et lorsqu'il la retourna délicatement, il vit que ses yeux s'étaient révulsés dans sa tête, ne montrant que le blanc qui luisait comme de l'os à la lumière vacillante. Elle brûlait de fièvre malgré le froid du château, sa peau dégageant une chaleur qui parlait d'un corps se consumant pour un carburant qu'il n'avait pas. Et Alaric réalisa avec une horreur naissante qu'elle s'était effondrée de simple inanition, que son système avait finalement abandonné après des semaines, des mois ou peut-être des années de nutrition inadéquate. Il la prit dans ses bras, choqué par sa légèreté, par la sensation de ses os, semblables à des squelettes d'oiseaux enveloppés dans une peau fine comme du papier, et il la porta dans ses appartements en sachant qu'il franchissait une ligne qui ne pourrait jamais être effacée, que d'amener un enfant de serviteur dans les pièces privées du roi vampire causerait scandale, spéculation et probablement des conséquences politiques qu'il ne pouvait commencer à prévoir. Mais ses préoccupations semblaient lointaines et sans importance, comparées à l'enfant mourant dans ses bras. Alors, il referma la porte d'un coup de pied derrière lui et porta Emma jusqu'au fauteuil massif près de la cheminée, l'installant dans des coussins qui coûtaient probablement plus cher que tout ce que sa mère possédait. Le feu brûlait déjà, emplissant la pièce d'une chaleur et d'une lumière dorée qui rendaient le luxe environnant presque obscène, les meubles en velours, les tapisseries inestimables et les murs tapissés de livres collectés au cours de siècles d'existence immortelle, créant un contraste saisissant avec l'enfant squelettique qui semblait appartenir à une tombe de pauvres plutôt qu'aux appartements d'un roi. Alaric la déposa aussi doucement qu'il le put, puis se dirigea vers la table d'appoint où il gardait une carafe de brandy et découvrit que ses mains tremblaient réellement comme celles d'un humain, et il dut s'arrêter et respirer bien que la respiration fût facultative pour lui, l'eût été depuis 300 ans. Il se força à se concentrer, à réfléchir à ce dont Emma avait besoin plutôt que de sombrer dans la panique qui menaçait de submerger son contrôle de fer habituel, et il se souvint que les cuisines gardaient du bouillon au chaud sur les feux à toute heure pour les demandes tardives de la noblesse. Il utilisa le cordon de sonnette pour appeler un serviteur, et lorsqu'un valet de pied endormi apparut, Alaric ordonna du bouillon, du pain et du thé sans explication, son ton indiquant clairement que les questions ne seraient pas tolérées, et l'homme s'empressa de partir, laissant Alaric seul avec la forme inconsciente d'Emma. Pendant qu'il attendait, il l'enveloppa dans des fourrures de son propre lit, des peaux épaisses d'animaux chassés dans des forêts à 1000 lieues de là, et il attisa le feu jusqu'à ce que la pièce soit presque inconfortablement chaude selon ses standards, ce qui signifiait qu'elle serait peut-être à peine adéquate pour un enfant humain malade. La nourriture arriva en quelques minutes, les yeux du valet de pied s'écarquillant en voyant Emma dans le fauteuil du roi, mais il garda sagement le silence en posant le plateau et en se retirant, et Alaric sut que dès le matin, tout le château serait au courant, mais il ne pouvait s'en soucier. Il s'installa sur le sol à côté du fauteuil.
Se mettant au niveau d'Emma, comme il l'avait fait dans le garde-manger, et il trempa une cuillère en argent dans le bouillon et l'approcha de ses lèvres gercées. Elle ne répondit pas au début, sa tête tombant sur le côté, et il dut soutenir son crâne d'une main, tout en utilisant l'autre pour écarter délicatement ses lèvres, et laisser des gouttes de liquide chaud s'écouler dans sa bouche. Sa gorge fonctionna par réflexe, avalant sans pensée consciente, et encouragé par ce petit succès, Alaric continua le processus minutieux de la nourrir une petite cuillerée à la fois. Ses yeux s'entr'ouvrirent finalement, flous et vitreux de fièvre, et elle le fixa sans le reconnaître, son regard glissant au-delà de son visage, comme si elle regardait quelque chose qu'elle seule pouvait voir. Il continua de la nourrir, murmurant des encouragements d'une voix qu'il reconnaissait à peine comme la sienne, quelque chose de doux et de tendre qu'il n'avait pas utilisé depuis qu'il était lui-même humain. Et progressivement, sa déglutition devint plus délibérée, moins réflexe, comme si une partie d'elle-même se frayait un chemin vers la conscience. Mais la conscience amena le délire avec elle, la fièvre brûlant son cerveau et brouillant ses pensées. Et quand elle se concentra enfin sur son visage, ses yeux s'emplirent de larmes et elle murmura un mot qui lui arrêta le cœur. Papa, dit-elle, sa voix se brisant sur la syllabe, et Alaric sentit quelque chose se fracturer à l'intérieur de sa poitrine, un mur soigneusement entretenu qui avait retenu 3 siècles d'émotions réprimées se fissurant soudain, les craquelures se propageant comme des éclairs à travers du verre. Il ouvrit la bouche pour la corriger, pour expliquer qu'il n'était pas son père, mais les mots ne vinrent pas, parce qu'elle le regardait avec un espoir si désespéré, un soulagement si pur de ne pas être seul, et il se retrouva à hocher la tête à la place, se retrouva à dire oui, je suis là, se retrouva à devenir tout ce dont elle avait besoin qu'il soit à ce moment. La main d'Emma trouva la sienne, ses doigts comme des brindilles s'enroulant autour de son pouce, et elle attira sa main vers son visage et la pressa contre sa joue brûlante. « Papa, j'ai si faim, » murmura-t-elle, les mots s'empâtant alors que la fièvre et l'épuisement rendaient la parole difficile. « Pourquoi t'ont-ils emmenée? Je t'ai attendu, mais tu n'es jamais revenu, et maman pleure la nuit quand elle pense que je dors. » Les mots sortirent d'elle en un flot décousu, la compréhension d'un enfant d'un traumatisme qu'elle était trop jeune pour traiter pleinement, et Alaric se retrouva à en apprendre sur un homme qu'il n'avait jamais connu, un serviteur nommé Thomas, qui avait travaillé dans ses écuries et avait une femme et une fille, et pas assez de nourriture pour les maintenir tous en vie. Les souvenirs fiévreux d'Emma peignirent le portrait d'un père qui avait fait tout ce qu'il pouvait, qui avait donné ses propres portions à sa famille jusqu'à ce qu'il devienne trop faible pour travailler correctement, qui avait finalement volé une miche de pain dans les réserves de la cuisine dans un acte de nécessité désespérée. Le chef du personnel de maison avait fait de lui un exemple, murmura Emma, avait appelé les gardes et porté des accusations de vol, et le propre système de justice d'Alaric avait condamné Thomas à mort, parce que la peine pour avoir volé la noblesse était l'exécution, et personne n'avait pensé à se demander si la loi devait s'appliquer différemment quand un homme volait pour nourrir son enfant affamé. Papa m'a promis que je n'aurais plus jamais faim, dit Emma, ses yeux se fermant alors que le bouillon dans son estomac la rendait somnolente. Il a dit qu'il arrangerait tout, et que nous aurions assez de nourriture, et que je grandirais grande et forte. Mais ensuite les soldats sont venus, et maman criait, et je ne comprenais pas pourquoi tout le monde pleurait. Alaric sentit de l'humidité sur son visage, et réalisa avec stupeur qu'il pleurait. De vraies larmes coulant sur ses joues pour la première fois en 200 ans. Peut-être plus, des larmes silencieuses qu'il ne savait ni arrêter ni contrôler. Il avait oublié qu'il pouvait pleurer, avait supposé que cette faiblesse humaine particulière avait été consumée lors de sa transformation, mais apparemment une peine assez profonde pouvait ressusciter même des capacités qu'il pensait perdues à jamais. « Je suis là maintenant », s'entendit-il dire, sa voix se brisant sur les mots. « Tu n'auras plus jamais faim, je te le promets. » Et alors même qu'il le disait, il savait qu'il faisait la même promesse que le père d'Emma avait faite.
la même promesse qui avait conduit à l'exécution d'un homme bon. C'est ce que papa a dit avant que les soldats ne viennent, murmura Emma, déjà à moitié endormie, le bouillon, la chaleur et les fourrures conspirant pour l'attirer vers quelque chose de plus profond que l'inconscience qui l'avait amenée ici. Et Alaric lui tint la main et regarda son visage se détendre dans le sommeil, tandis que son esprit parcourait les implications de ce qu'elle avait révélé. Il avait tué son père, non pas personnellement, mais à travers le système qu'il avait créé et maintenu, à travers des lois qu'il n'avait jamais pensé à examiner, car pourquoi un roi vampire se soucierait-il du vol de pain? Thomas était mort parce qu'Alaric avait été trop distant, trop détaché, trop convaincu que le maintien de l'ordre exigeait des peines sévères, même pour les infractions mineures. Et la veuve de l'homme avait été laissée seule pour élever leur fille dans un système conçu pour broyer des gens comme eux. L'épuisement de Margaret et l'inanition d'Emma étaient les conséquences directes de choix qu'Alaric avait faits ou permis à d'autres de faire en son nom. Et le poids de cette responsabilité semblait écrasant, semblait pouvoir le détruire malgré sa constitution immortelle. Il regarda autour de ses appartements, les regarda vraiment pour la première fois depuis des décennies, voyant la richesse obscène représentée dans chaque tapisserie, livre et meuble, calculant dans sa tête combien de familles pourraient être nourries pendant 1 an avec ce qu'il avait dépensé pour un seul tapis. Emma dormait dans son fauteuil, incroyablement petite contre les coussins massifs, enveloppée dans des fourrures qui représentaient plus d'argent que son père n'en avait gagné de toute sa courte vie. Et le contraste était si grotesque qu'Alaric se sentit physiquement malade, bien que les vampires ne soient pas capables de nauser. Le feu projetait une lumière chaude sur son visage, illuminant des traits qui reprenaient lentement des couleurs à mesure que le bouillon faisait son chemin dans son système, mais il jetait aussi des ombres qui s'accumulaient dans ses joues creuses et la faisaient ressembler à un cadavre, comme si elle était déjà morte et que ce n'était que son fantôme qui le hantait. Il pensa à son propre père, un souvenir qu'il avait réussi à éviter pendant 3 siècles, un homme dont il se souvenait à peine du visage, mais dont il se rappelait la mort en détail parfait. Son père aussi avait été pendu pour avoir volé de la nourriture, pendu sur la place du village tandis qu'Alaric, âgé de 9 ans, regardait et apprenait que le monde n'avait aucune pitié pour les gens nés dans les mauvaises circonstances. La leçon avait été claire même pour un enfant, que l'impuissance signifiait la mort, que la seule façon de survivre était de devenir assez puissant pour que personne ne puisse jamais vous faire ce qui avait été fait à votre père. Ainsi, lorsque le vampire l'avait trouvé des semaines plus tard, à moitié mort de faim et prêt à accepter n'importe quel marché promettant la survie, Alaric avait accepté l'offre d'immortalité sans hésitation, s'était laissé transformer en quelque chose qui ne pouvait mourir de faim, ne pouvait être pendu, ne pouvait être brisé par la cruauté désinvolte de ceux qui avaient alors qu'il n'avait pas. « Je suis devenu un monstre pour échapper à cela », murmura-t-il à l'enfant endormi. « Et je l'ai recréé dans ma propre maison. Je suis devenu le seigneur dans le château tandis que des enfants meurent de la même façon que j'ai failli mourir. J'ai passé 300 ans à fuir la mort de mon père pour recréer les conditions exactes qui l'ont tué. » Les mots semblaient une confession, l'aveu de péchés si énormes qu'aucune pénitence ne pourrait les équilibrer, et Alaric sut que tout ce qu'il avait construit au cours de siècles de règne était pourri à la base, corrompu par la même indifférence et la même cruauté dont il avait autrefois souffert. Emma bougea dans son sommeil, sa main se resserrant autour de son pouce, et il baissa les yeux sur leurs mains jointes et vit l'absurdité de la situation. Un roi vampire qui avait conquis des nations tenant la main d'un enfant de serviteur affamé devant un feu qui coûtait plus cher à entretenir que ce que la plupart des gens gagnaient en un mois. Mais cela ne semblait pas absurde, cela semblait nécessaire, semblait la première chose honnête qu'il ait faite depuis plus longtemps qu'il ne pouvait s'en souvenir, et la promesse qu'il lui avait faite résonnait dans son esprit avec le poids d'une prophétie. « Tu n'auras plus jamais faim », avait-il dit, et il l'avait dit pour réconforter un enfant mourant.
Mais il pouvait sentir les mots se remodeler en quelque chose de plus grand, un vœu qui exigerait de détruire tout ce qu'il avait soigneusement construit au cours de 3 siècles de règne immortel. Car nourrir Emma signifiait démanteler les systèmes qui l'affamaient, signifiait confronter la cruauté désinvolte intégrée à chaque niveau de sa maisonnée, signifiait admettre que toute son approche de la gouvernance avait été conçue pour le protéger de ne jamais se sentir impuissant à nouveau, tout en créant exactement cette impuissance pour les autres. La prise de conscience aurait dû être dévastatrice, aurait dû le faire sombrer dans le désespoir ou la rage, mais au lieu de cela, Alaric ressentit quelque chose qui ressemblait presque à un soulagement, comme s'il avait retenu son souffle pendant 300 ans et pouvait enfin expirer. Il avait perdu quelque chose de fondamental lorsqu'il avait accepté le vampirisme, avait échangé son humanité contre le pouvoir et s'était dit que le prix en valait la peine. Mais assise ici avec Emma dormant dans son fauteuil, il pouvait sentir cette humanité perdue s'agiter, pouvait sentir le garçon de 9 ans qu'il avait été exigeant de savoir à quoi avait servi de survivre s'il était juste devenu une autre version des monstres qui avaient tué son père. Le feu crépita et pétilla, envoyant des étincelles dans la cheminée, et à l'extérieur des fenêtres, Alaric pouvait voir l'aube approcher, le ciel s'éclaircissant du noir au gris, puis à la faible promesse du bleu. Emma se réveillerait bientôt, aurait besoin de plus de nourriture et probablement d'une attention médicale et certainement d'explications sur la raison pour laquelle elle s'était réveillée dans les appartements privés du roi vampire. Mais pour l'instant, elle dormait paisiblement, sa respiration régulière et son visage détendu d'une manière qu'il n'avait jamais vue auparavant. Alaric s'assit à côté de son fauteuil, lui tint la main et sentit le dernier de ses remparts émotionnels soigneusement entretenus s'effondrer en poussière, se sentit devenir dangereux d'une manière entièrement nouvelle, car un roi vampire qui ne se souciait pas de ses serviteurs était prévisible et contrôlable. Mais un roi vampire qui avait décidé de brûler ses propres systèmes pour sauver un enfant affamé était tout autre chose, était une force qui remodèlerait tout ce qu'elle toucherait, quelles qu'en soient les conséquences. Alaric n'avait pas dormi, il avait passé les heures entre l'effondrement d'Emma et l'aube assis à côté d'elle pendant qu'elle se remettait, regardant la couleur revenir sur son visage tandis que son esprit construisait et rejetait une douzaine d'approches différentes pour ce qui devait suivre. Et au moment où le soleil se leva, il s'était arrêté sur la seule option qui avait du sens, même si elle détruirait probablement tout ce qu'il avait construit au cours de 3 siècles de règne prudent. Il envoya un message avant le petit déjeuner pour annoncer qu'il y aurait une réunion d'urgence du Conseil, présence obligatoire pour tous les nobles actuellement en résidence et tous les chefs de département. Le genre de convocation qui n'avait pas été émise depuis des décennies et qui mit immédiatement le château en effervescence, entre spéculation et inquiétude. Emma s'était réveillée à l'aube, confuse et effrayée de se retrouver dans des appartements qu'elle reconnaissait comme appartenant au roi, et Alaric lui avait donné plus de bouillon et de pain, tout en expliquant en termes simples que les choses allaient changer. Qu'elle était en sécurité maintenant, qu'il avait besoin qu'elle lui fasse confiance pendant quelques heures, même si ce qu'il s'apprêtait à faire serait terrifiant. Elle avait écouté avec ses yeux énormes, encore faibles, mais déjà plus perspicaces que la plupart des adultes qu'il connaissait, et quand il lui avait demandé si elle pouvait être courageuse, elle avait hoché la tête solennellement et dit que maman lui avait appris à être courageuse quand les choses faisaient peur. Il l'avait habillée de vêtements empruntés à la couturière du château, une simple robe d'un bleu profond qui convenait réellement à sa silhouette squelettique, et il avait fait venir Margaret dans ses appartements, observant le visage de la femme passée par la terreur, la confusion et enfin une incrédulité stupéfaite alors qu'il expliquait que sa fille s'était effondrée, qu'il l'avait trouvée, qu'Emma était en sécurité et le resterait. Margaret avait pleuré et essayé de s'excuser, et Alaric l'avait arrêtée d'un geste de la main, lui disant que les seules personnes qui devaient s'excuser étaient celles qui avaient créé un système où les mères devaient choisir entre nourrir leurs enfants et se nourrir elles-mêmes, et qu'elles comprendraient tout bientôt. Maintenant,
Il était assis sur son trône avec Emma debout à côté de lui, sa main reposant sur sa fine épaule dans un geste à la fois protecteur et délibérément provocateur, car chaque personne dans cette pièce comprendrait les implications d'un enfant de serviteur se tenant à la droite du roi vampire. La salle du trône était bondée, la noblesse remplissant l'espace de leurs soies et de leurs bijoux comme un jardin de fleurs vénéneuses, leurs visages montrant divers degrés de confusion et d'inquiétude, car les conseils d'urgence signifiaient généralement la guerre, la peste ou une autre crise qui menaçait leur existence confortable. Les serviteurs avaient été autorisés à se ranger le long des murs, une autre rupture sans précédent avec le protocole, et Alaric pouvait voir Margaret parmi eux, ses mains abîmées par le travail serré contre sa poitrine, alors qu'elle fixait sa fille se tenant à côté de la créature la plus puissante du royaume. La lumière du soleil filtrait à travers les immenses vitraux, projetant des motifs de lumière colorés sur les sols en marbre poli, jusqu'à un éclat de miroir. Et la beauté de la pièce semblait une moquerie compte tenu de ce qu'Alaric s'apprêtait à révéler. Ses conseillers vampires se tenaient le plus près du trône, des immortels qui l'avaient servi pendant des décennies ou des siècles, leurs visages sans âge montrant les premiers signes d'inquiétude, alors qu'ils enregistraient la présence d'Emma et tentaient de comprendre ce que cela signifiait. Lord Hadrian occupait sa position de premier plan habituelle, un noble vampire qui avait joué un rôle déterminant dans l'établissement de la hiérarchie actuelle de la maisonnée, et dont Alaric savait qu'il s'opposerait à tout changement dans les systèmes qui lui profitaient personnellement. La noblesse humaine se regroupait dans sa propre section. Seigneurs et dames mineurs qui devinrent leur position à la faveur d'Alaric et qui s'étaient engraissés des privilèges liés à la proximité du pouvoir. Les chefs de département de tout le château se tenaient nerveusement près du fond, le chef cuisinier, le chef du personnel de maison, le maître d'écurie et tous les autres qui dirigeaient réellement les opérations quotidiennes, et Alaric pouvait voir la culpabilité et la peur se disputer sur certains de leurs visages, car il devait se douter de la raison de leur convocation. Il laissa le silence s'étirer, laissa la tension monter jusqu'à ce que les gens commencent à bouger mal à l'aise et à échanger des regards inquiets. Puis il commença à parler d'une voix qui portait jusqu'à chaque coin de la vaste pièce, sans qu'il ait à l'élever. Il leur raconta comment il avait trouvé Emma dans le garde-manger, comment il avait découvert qu'un enfant mourait de faim dans son propre château, et il observa leurs visages alors que les implications s'enregistraient, regarda certains détourner le regard de honte, tandis que d'autres ne montraient que de la confusion, comme si la souffrance des serviteurs était trop indigne de leur attention pour constituer un réel problème. Il décrivit son enquête, la semaine passée sous le charme d'un serviteur, à apprendre comment sa maisonnée fonctionnait réellement par rapport à la façon dont il croyait qu'elle fonctionnait. Et à chaque révélation, l'atmosphère dans la pièce devenait plus lourde, plus chargée d'une électricité qui semblait dangereuse. Il détailla la corruption dans les cuisines, le vol et la revente de nourriture destinée aux serviteurs, la famine systématique d'enfants considérés comme trop peu importants pour mériter une alimentation correcte, et il cita des noms désignant des individus spécifiques qui avaient profité de la souffrance de ceux qu'ils étaient censés gérer. Le visage du chef cuisinier devint violet de rage et de peur, et le chef du personnel de maison tenta même de partir avant que les gardes d'Alaric ne bloquent les portes, indiquant clairement que personne n'irait nulle part avant que ce ne soit fini. Puis Alaric commença à annoncer ses réformes, sa voix prenant la qualité de l'acier trempé alors qu'il exposait des changements qui remodèleraient toute la structure de la vie au château, des rations de nourriture égales pour tous les habitants, quel que soit leur rang, déclara-t-il, avec des portions calculées en fonction des besoins nutritionnels réels plutôt que du statut social, et des heures de repas dédiées aux enfants avec de la nourriture préparée spécifiquement pour les corps en croissance. Une éducation pour tous les enfants de serviteurs en lecture, mathématiques et métiers, dispensée par des tuteurs qui l'embaucheraient spécifiquement à cette fin, et la fin de la pratique des enfants travaillant avant l'âge de 12 ans. Des enquêtes immédiates dans chaque département, avec l'autorité de renvoyer
et de poursuivre pénalement toute personne trouvée coupable de détournement de fonds ou d'abus de position, et de nouvelles structures de surveillance pour prévenir la corruption future. La salle du trône éclata avant qu'il n'ait fini, des voix s'élevant en protestation et en indignation. Des nobles criant les uns par-dessus les autres au sujet de la tradition, des précédents et de l'ordre naturel des choses. La voix de Lord Hadrian perça le chaos, demandant ce qui avait pris au roi de bouleverser des siècles de pratiques établies pour un enfant de serviteur. Et Alaric sentit sa main se resserrer sur l'épaule d'Emma, alors qu'il fixait le seigneur vampire d'un regard qui avait fait reculer des créatures plus fortes. Mais Hadrian était vieux et arrogant, et apparemment suicidaire, car il continua, disant que bien que la situation soit regrettable, une réaction excessive causerait plus de problèmes qu'elle n'en résoudrait, que les serviteurs connaissaient leur place et ne s'attendaient pas à être traités en égaux, que ce genre de changement radical déstabiliserait tout ce qu'ils avaient construit. Votre Majesté, dit Hadrian avec le genre de ton condescendant qui supposait que la familiarité lui donnait le droit de parler librement. Cela crée un précédent dangereux. La fille est une bâtarde de servante et l'élevé envoie un message entièrement erroné aux classes inférieures. La température dans la pièce chuta alors qu'Alaric se levait de son trône, se déplaçant avec la vitesse inhumaine qui rappela à tous les présents exactement ce qu'il était, et il fut devant Hadrien avant que le seigneur vampire ne puisse cligner des yeux, ses yeux flamboyants de rouge et ses crocs entièrement sortis. « Surveille ta langue, dit Alaric, sa voix tombant à un niveau à peine supérieur à un murmure, mais d'une certaine manière plus fort qu'un cri. Emma est sous ma protection personnelle, et je la déclare ma pupille avec tous les droits et privilèges que cela implique. Insulte-la encore, et tu apprendras pourquoi j'ai régné pendant 3 siècles tandis que des vampires plus âgés et soi-disant plus forts se sont transformés en poussière. » Hadrian recula. Ses propres yeux s'embrasèrent de rouge, en réponse automatique à la menace. Mais il n'était pas assez stupide pour défier un roi vampire dans sa propre salle du trône. Alors il s'inclina avec raideur et se retira dans la foule. Alaric retourna à son trône, reposant délibérément sa main sur l'épaule d'Emma, et il pouvait la sentir trembler sous sa paume, mais elle ne se cacha ni ne se recroquevilla, resta simplement droite et soutint les regards de la noblesse assemblée avec une dignité qui aurait été impressionnante chez quelqu'un de 3 fois son âge. Un de ses conseillers vampires, une créature ancienne nommée Cassian, qui avait servi depuis le début du règne d'Alaric, s'avança avec les mouvements prudents de quelqu'un approchant un animal dangereux. « Votre Majesté, dit Cassian, son ton respectueux mais ferme, ces réformes sont admirables dans leur intention, mais les serviteurs humains y verront une faiblesse. Ils interpréteront votre compassion comme une opportunité d'exiger de plus en plus jusqu'à l'effondrement de toute la structure sociale. » Alaric regarda ce vampire qui le conseillait depuis plus de 200 ans, cette créature qui l'avait aidé à construire un royaume sur l'hypothèse que le pouvoir exigeait la distance et que se soucier de ceux en dessous de soi était un handicap, et il ne ressentit que du mépris pour la philosophie qu'ils avaient partagée si longtemps. Qu'ils y voient la justice, dit clairement Alaric, qu'ils voient que leur roi a enfin ouvert les yeux sur ce qui se passait dans sa propre maison. Nous avons construit notre confort sur leur famine, et cela s'arrête aujourd'hui. Si vous ne pouvez pas soutenir ces changements, alors vous êtes libre de quitter mon service. La menace plana dans l'air, sans équivoque et sans précédent, car Alaric n'avait jamais renvoyé un conseiller vampire, et le faire maintenant signalerait à quel point il était sérieux au sujet de cette transformation. Le visage de Cassian passa par plusieurs expressions avant de s'arrêter sur la résignation, et il s'inclina et dit qu'il soutiendrait bien sûr tout ce que son roi déciderait. Mais le mal était fait. Le message envoyait que la loyauté exigeait désormais de soutenir des réformes que beaucoup dans cette pièce trouvaient inadmissibles. L'intendant s'avança alors, un humain âgé qui avait géré les opérations du château pendant 40 ans, et il retira la chaîne de fonction de son cou avec des mains tremblantes. « Votre Majesté, dit-il,
sa voix épaisse d'émotion. Je ne peux, en bonne conscience, continuer à servir si tout ce que j'ai passé ma vie à construire doit être démoli. Les systèmes que nous avons en place existent pour de bonnes raisons. Ils maintiennent l'ordre et l'efficacité. Et bien que je sois désolée pour les cas de difficultés individuelles, un changement radical créera le chaos. Alaric accepta la chaîne de fonctions sans commentaire, laissant la démission de l'intendant parler d'elle-même, et il regarda le vieil homme sortir de la salle du trône, la tête haute, convaincu apparemment qu'il était celui qui avait des principes, tandis qu'Alaric était celui qui les abandonnait. Plusieurs nobles le suivirent, leurs sorties étant des déclarations théâtrales de protestation, et Alaric les laissa partir, car quiconque trouvait des rations de nourriture égales inadmissibles n'était pas quelqu'un qu'il voulait à sa cour de toute façon. Les serviteurs le long des murs étaient totalement silencieux, regardant cette scène impossible se dérouler, leur roi défendant l'un de leurs enfants contre l'opposition combinée de toute la classe noble. Et Alaric put voir le moment exact où la compréhension se fit jour, où ils réalisèrent que ce n'était pas du théâtre politique mais un engagement sincère au changement. Margaret pleurait ouvertement, ses mains pressées contre sa bouche alors qu'elle fixait sa fille se tenant fièrement à côté du roi vampire, et d'autres serviteurs commençaient à pleurer aussi, des décennies ou des siècles de résignation et de souffrance acceptées, se fissurant sous la possibilité soudaine et choquante que les choses puissent réellement s'améliorer. Alaric continua d'exposer ses réformes, ajoutant des détails sur les comités d'enquête, les nouvelles structures administratives et les délais de mise en œuvre, sa voix ne faiblissant jamais, même si d'autres nobles manifestaient leur désapprobation par un silence pointu ou des ricanements à peine dissimulés. Il annonça qu'Emma serait éduquée aux côtés des enfants nobles, qu'elle aurait des appartements dans l'aile familiale du château, que quiconque la traiterait avec moins que le respect total lui en répondrait personnellement, et chaque déclaration envoyait de nouvelles ondes de choc à travers la foule assemblée. Quand il eut enfin terminé, la salle du trône était clairement divisée en factions, ceux qui étaient horrifiés par ce qu'il avait annoncé et ceux qui étaient prudemment, craintivement pleins d'espoir qu'il le pensait vraiment. Lord Hadrian se remit assez pour poser la question qui était clairement dans de nombreux esprits, si le roi avait vraiment l'intention de renverser des siècles de tradition pour un enfant, et la réponse d'Alaric fut de tirer légèrement Emma en avant, pour que tout le monde puisse la voir clairement. Cet enfant mangeait des ordures dans mon garde-manger pendant que nous nous régalions de mets que nous ne prenions même pas la peine de finir, dit-il, sa voix portant le poids d'une autorité absolue. Son père a été exécuté pour avoir volé du pain pour la nourrir quand elle avait 3 ans, exécuté en vertu de lois que j'ai créées et jamais remises en question. Parce que j'étais trop à l'aise pour me soucier de leurs conséquences, sa mère travaille 16 heures par jour et donne sa propre nourriture à sa fille parce que nos systèmes ne tiennent pas compte de l'humanité de base qui consiste à nourrir les enfants. Il fit une pause, laissant son regard balayer la noblesse assemblée, établissant un contact visuel avec autant de personnes que possible. Si vous trouvez inadmissible de régler ce problème, continua-t-il, si des rations de nourriture égales et une éducation pour les enfants des serviteurs vous semblent être un excès radical, alors examinez votre propre conscience et demandez-vous quel genre de société exige que des enfants meurent de faim pour que des adultes puissent avoir une 3e portion de plat qu'ils ne finissent même pas. Le silence qui suivit fut absolu, rompu seulement par la respiration calme d'Emma et les bruits lointains du château vacant à ses occupations à l'extérieur de ses murs, et Alaric sut qu'il venait de déclarer la guerre à sa propre structure de pouvoir. S'était fait des ennemis de gens qui avaient été des alliés pendant des siècles, avait déstabilisé tout cela à la poursuite de quelque chose qu'il ne pouvait même pas articuler pleinement. Mais en baissant les yeux vers Emma, vers cet enfant qui avait failli mourir de la cruauté désinvolte de systèmes qu'il avait permis par indifférence, il se sentit certain d'une manière qu'il n'avait ressentie pour rien depuis des décennies. La salle du trône commença à se vider lentement,
nobles et conseillers sortant en silence choqués, certains jetant des regards venimeux à Emma en passant, tandis que d'autres gardaient soigneusement leur visage neutre, et les serviteurs restèrent figés le long des murs jusqu'à ce qu'Alaric les congédie, les regardant se disperser comme des feuilles au vent, sans doute se précipitant pour répandre la nouvelle de ce qui venait de se passer dans tous les coins du château. Bientôt, seule Margaret resta, debout seule dans le vaste espace vide, et Alaric lui fit signe d'avancer, la regardant s'approcher du trône, avec les pas hésitants de quelqu'un s'attendant à une punition plutôt qu'à une récompense. Quand elle atteignit la base de l'estrade, elle tomba à genoux, essayant de le remercier à travers ses larmes, et Alaric descendit de son trône et la releva lui-même, un autre geste qui aurait été impensable la veille. Votre fille m'a sauvé la vie aujourd'hui, lui dit-il. Même si c'est Emma qui avait failli mourir, elle m'a rappelé quelque chose que j'avais oublié, quelque chose que je devais me rappeler. Et je vous dois à toutes les deux une dette que je ne pourrai jamais entièrement rembourser. Margaret le regarda avec incompréhension, incapable de comprendre comment la créature la plus puissante du royaume pouvait devoir quoi que ce soit à une servante de buanderie et à son enfant affamé. Mais Alaric se contenta de sourire et lui dit d'emmener Emma dans l'aile familiale où des appartements étaient en préparation, de se reposer, de manger et de ne pas s'inquiéter du travail pendant au moins une semaine. Alors qu'il les regardait partir, la petite main d'Emma serrée dans celle, abîmée, de sa mère, Alaric sentit le poids de ce qu'il venait de mettre en mouvement s'installer sur ses épaules, et il sut que la vraie bataille ne faisait que commencer, que la déclaration était facile comparée à la mise en œuvre, qu'il s'était fait des ennemis puissants aujourd'hui qui n'accepteraient pas ces changements sans se battre. Mais pour la première fois en 3 siècles, il eut l'impression d'avancer vers quelque chose plutôt que de s'en éloigner, sentit que le garçon de 9 ans qui avait vu son père se faire pendre pourrait enfin comprendre pourquoi il avait survécu, alors que tant d'autres n'avaient pas eu cette chance, et cela rendait tout ce qui allait suivre supportable, même nécessaire, même juste. Alaric savait que les représailles viendraient. Il les attendait avec la certitude patiente de quelqu'un qui avait survécu à 3 siècles de manœuvres politiques et de complots d'assassinat. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'ils agissent si vite, ni à ce qu'ils ciblent Emma directement, au lieu d'essayer de saper son autorité par des moyens plus subtils. Il avait posté des gardes devant ses nouveaux appartements dans l'aile familiale, avait assigné ses vampires les plus fiables à patrouiller les couloirs la nuit, avait même mis en place de nouveaux protocoles de sécurité pour l'ensemble du château, mais apparemment, il avait sous-estimé le désespoir de ses ennemis et le peu de cas qu'il faisait des conséquences d'un échec. L'attaque eut lieu la 3e nuit après sa déclaration, alors que le château commençait à peine à s'installer dans une acceptation mal à l'aise de la nouvelle réalité, les serviteurs mangeant prudemment de meilleurs repas tandis que les nobles bouillonnaient dans leurs appartements privés et complotaient dans des conversations chuchotées qu'ils pensaient que personne ne pouvait entendre. Alaric était dans son bureau, en train d'examiner les premiers rapports des comités d'enquête, lorsqu'il le sentit, une perturbation dans l'air que ses sens de vampire enregistrèrent comme une anomalie, la qualité particulière de la violence se produisant quelque part à proximité. Il se mit en mouvement avant que la pensée consciente ne le rattrape, son corps répondant à 300 ans d'instincts affûtés, et il parcourut la distance jusqu'aux appartements d'Emma en quelques secondes, sa vitesse transformant le couloir en un flou alors qu'il se précipitait vers la source de la perturbation. Sa porte était entr'ouverte alors qu'elle aurait dû être verrouillée, les gardes qui étaient censés être postés à l'extérieur, gisant dans des mares de sang grandissantes, la gorge tranchée, et Alaric sentit la rage s'enflammer dans sa poitrine, alors qu'il ouvrait la porte d'un coup de pied assez fort pour l'arracher de ses gonds. La chambre avait été transformée en chambre de bataille, les meubles renversés et les rideaux déchiquetés. Les jolis murs pastels qui avaient été choisis pour qu'un enfant se sente en sécurité, maintenant éclaboussés de sang, qui paraissait noir à la lueur des bougies. 3 assassins en vêtements sombres se trouvaient dans la pièce,
des professionnels à en juger par leur façon de se déplacer, et Emma était acculée dans un coin, serrant un tisonnier comme une arme, bien qu'elle fût si faible de sa récente maladie qu'elle pouvait à peine le tenir droit. Sa chemise de nuit était déchirée et elle avait une coupure au bras qui saignait abondamment, et les assassins tournaient autour d'elle comme des loups autour d'un cerf blessé, prenant leur temps parce qu'ils pensaient avoir toute la nuit pour accomplir leur mission. Ils n'entendirent pas Alaric entrer, étaient ainsi concentrés sur leur proie qu'ils ne virent pas le prédateur suprême arriver derrière eux, et il profita de ce moment d'inattention pour saisir le plus proche par le crâne et le tordre assez fort pour que le cou se brise avec un bruit de bois vert qui se rompt. Le corps tombait encore quand Alaric se déplaça vers le deuxième assassin, celui-ci assez rapide pour enregistrer la menace et tirer une lame. Mais la vitesse humaine n'était rien comparée à la vitesse d'un vampire, et Alaric attrapa le poignet tenant l'arme et serra jusqu'à ce que les os se brisent en poudre. Le cri de l'assassin fut coupé court lorsque l'autre main d'Alaric lui traversa la cage thoracique d'un coup de poing et lui arracha le cœur, l'organe battant encore quand Alaric le laissa tomber sur le sol et se tourna pour faire face au troisième agresseur. Celui-ci était plus intelligent ou plus expérimenté, avait utilisé les secondes qu'Alaric avait passées à tuer ses compagnons pour placer Emma entre lui et le roi vampire, la tenant devant lui comme un bouclier avec une lame pressée contre sa gorge. Alaric se figea, chaque muscle de son corps se raidissant alors qu'il calculait les angles, les distances et les probabilités, son esprit parcourant une centaine de scénarios où il tuait l'assassin sans faire tuer Emma dans le processus. L'homme parlait, disant quelque chose sur des messages et des avertissements, et sur le fait que la noblesse n'accepterait pas qu'un enfant de serviteur soit élevé au-dessus de sa condition, mais Alaric n'écoutait pas les mots, il observait plutôt les mouvements infimes de la main tenant la lame, attendant la fraction de seconde d'inattention qui lui donnerait une ouverture. Emma pleurait en silence, des larmes coulant sur son visage alors qu'elle fixait Alaric avec des yeux qui le suppliaient de la sauver, et il pouvait entendre son cœur s'emballer, pouvait sentir sa peur se mêler à l'odeur cuivrée du sang déjà versé. L'assassin fit son erreur lorsqu'il déplaça légèrement sa prise, ajustant sa prise sur Emma pour rendre ses menaces plus emphatiques, et dans cette microseconde de mouvement, Alaric frappa, couvrant la distance entre eux plus vite que des yeux humains ne pouvaient le suivre, et saisissant le poignet qui tenait la lame. Il l'arracha de la gorge d'Emma, sentit le craquement satisfaisant des os qui se brisaient, et était en train de tirer Emma en sécurité lorsque l'autre main de l'assassin bougea. Une arme de secours apparaissant de nulle part et tailladant le flanc d'Emma dans une dernière attaque désespérée. La lame coupa profondément, ouvrant une entaille qui se mit immédiatement à saigner en quantité effrayante. Mais pire encore était l'odeur qui s'élevait de la blessure, quelque chose de chimique et d'anormal que les sens de vampire d'Alaric identifièrent comme du poison avant même qu'Emma n'ait le souffle coupé et que ses jambes ne se dérobent. Il la rattrapa d'un bras tandis que son autre main trouvait la gorge de l'assassin, et il serra, sentant le cartilage s'effondrer et les vaisseaux sanguins se rompre, ses doigts creusant à travers la chair jusqu'à trouver la colonne vertébrale et arracher la tête du corps dans une gerbe de sang qui peignit les murs et le plafond. Le cadavre tomba, et Alaric était déjà en mouvement, déposant Emma sur le sol aussi doucement qu'il le pouvait, tandis que son esprit parcourait tout ce qu'il savait sur les poisons et les toxines et la vitesse à laquelle il pouvait tuer. Ses lèvres devenaient déjà bleues, sa respiration devenant laborieuse, et la blessure à son flanc noircissait sur les bords à mesure que le poison se propageait dans sa circulation sanguine. Alaric cria pour son médecin, sa voix portant à travers tout le château avec une force suffisante pour faire voler les fenêtres en éclats, puis il rassemblait Emma dans ses bras, pressant sa main sur la blessure pour ralentir le saignement, même s'il savait que le vrai danger était déjà à l'intérieur d'elle.
Elle leva les yeux vers lui, son regard commençant à perdre sa concentration. Sa petite main trouvant la sienne et la serrant avec une force qu'elle n'aurait pas dû avoir. Ne laisse pas maman me voir comme ça, murmura-t-elle, sa voix déjà faible et rauque. Elle se blâmera, elle se blâme toujours quand de mauvaises choses arrivent. Alaric sentit quelque chose se briser à l'intérieur de sa poitrine, une dernière pièce de l'armure qu'il avait portée pendant des siècles s'effritant finalement en poussière. Tu ne vas pas mourir, dit-il, mettant chaque once d'autorité qu'il possédait dans ses mots comme s'il pouvait commander à son corps d'obéir. Je te l'interdis, me comprends-tu? Tu n'as pas le droit de mourir. Le rire d'Emma était à peine un souffle, plus une respiration sifflante qui fit convulser tout son corps. Tu ne peux pas commander à la mort, dit-elle, même si tu es un roi. Papa me l'a dit avant que les soldats ne viennent. Il a dit que même les rois doivent s'incliner devant la mort à la fin. Les mots frappèrent Alaric comme des coups physiques, chacun un rappel de son échec, de la façon dont il avait laissé mourir son père et regardait maintenant sa fille le suivre dans les ténèbres. J'ai commandé à la mort pendant des siècles, dit Alaric, sa voix se brisant sur les mots. Ce soir je commande à la vie. Reste avec moi, Emma, s'il te plaît, tu dois rester avec moi. Son médecin fit irruption dans la pièce, suivi d'assistants transportant des sacs de fournitures, et ils tombèrent à genoux à côté d'Emma, examinant la blessure avec une efficacité exercée, tandis qu'Alaric la tenait et sentait son rythme cardiaque s'affaiblir contre sa poitrine. Le visage du médecin pâlit en identifiant le poison, et il leva les yeux vers Alaric avec une expression qui contenait plus de mauvaises nouvelles que n'importe quel rapport verbal ne pourrait en transmettre. Le poison dépasse mes compétences, dit doucement le médecin. C'est un mélange conçu spécifiquement pour tuer rapidement, arrêtant les organes un par un jusqu'à ce que le cœur s'arrête. Je peux le ralentir, mais je ne peux pas l'arrêter. Elle a peut-être 1 heure, peut-être moins. Alaric fixa cet homme qui l'avait servi fidèlement pendant des décennies, qui avait sauvé d'innombrables vies et guéri des maladies impossibles, et il voulut le tuer juste pour lui avoir annoncé une nouvelle qu'il ne pouvait accepter. Il doit y avoir quelque chose, dit Alaric, ses mains tremblant alors qu'il tenait le corps convulsé d'Emma, un antidote ou un contre-agent ou un remède magique. Peu m'importe ce que ça coûte ou ce que ça exige, répare ça. Le médecin hésita, ses yeux tombant sur le visage d'Emma avant de revenir à celui d'Alaric. Il y a une option, dit-il lentement. Le sang de vampire a des propriétés curatives qui peuvent te guérir presque n'importe quel poison. Si elle boit de ton sang, la transformation brûlerait la toxine de son système avant qu'elle ne puisse la tuer. Mais le prix serait son humanité. Elle deviendrait ce que tu es. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme la lame d'un bourreau, offrant le salut à un prix qui pourrait être pire que la mort, et Alaric sentit tout le poids du choix l'écraser. Il pouvait sauver la vie d'Emma en la transformant en vampire, pouvait garantir qu'elle ne mourrait jamais de faim, ne souffrirait jamais ou ne mourrait jamais de poison. Mais il la condamnerait aussi à une éternité en tant que créature qui se nourrit de sang et ne peut marcher au soleil, lui enlevant l'humanité même qui la rendait digne d'être sauvée. Il baissa les yeux sur son visage, vit ses lèvres devenir d'un bleu plus foncé, vit la lumière commencer à s'estomper de ses yeux, et il sut qu'il n'avait plus le temps. Emma semblait comprendre ce qui se discutait, car sa main se resserra autour de la sienne, et elle secoua la tête de manière infime. « Ne le faites pas, murmura-t-elle. Ne faites pas de moi un monstre. Maman ne me reconnaîtrait pas, et je préférerais mourir en étant moi-même plutôt que de vivre comme autre chose. La simple dignité de son refus le détruisit. Cet enfant choisissant la mort plutôt que la transformation, parce qu'elle comprenait instinctivement ce qu'il avait fallu 3 siècles à Alaric pour comprendre, que le pouvoir sans humanité n'était qu'une autre forme de mort. Il la serra plus fort, sentant son rythme cardiaque bégayer contre sa poitrine, et il prit une décision qui le terrifia plus que n'importe quelle bataille qu'il avait jamais menée. « Je ne te transformerai pas, promit-il, sa voix rauque d'une émotion qu'il avait oublié pouvoir ressentir.
Mais je ne te laisserai pas mourir non plus. Il doit y avoir un autre moyen. Il doit y en avoir un. Il regarda son médecin avec des yeux devenus complètement rouges, sa nature de vampire émergeant pleinement alors que le désespoir l'emportait sur le contrôle. Trouvez un autre moyen, ordonna-t-il. Utilisez toutes les ressources dont vous avez besoin. Consultez tous les guérisseurs, sorcières et praticiens de la magie du royaume, mais trouvez un moyen de la sauver qui n'exige pas la transformation. Le médecin hocha la tête et se mit à crier des ordres à ses assistants, les envoyant courir chercher des livres, des fournitures et d'autres guérisseurs, et Alaric resta à tenir Emma alors que son corps continuait de s'arrêter. Mais même en la tenant, une autre partie de son esprit bougeait, se souvenant de sa rage antérieure et de la promesse qu'il avait faite de trouver tous les conspirateurs impliqués dans cette attaque. Il appela son capitaine de la garde, et lorsque le vampire arriva, Alaric donna des ordres d'une voix qui n'admettait ni argument ni pitié. « Verrouillez le château, dit-il. Personne n'entre ni ne sort. Arrêtez tous ceux qui ont été nommés dans les rapports d'enquête comme étant impliqués dans la corruption des cuisines. Arrêtez Lord Hadrian et toute personne connue pour s'associer régulièrement avec lui, et amenez-les tous dans les cachots. Je m'occuperai d'eux personnellement une fois qu'Emma sera stable. » Le capitaine salua et disparut, et en quelques minutes, Alaric put entendre les bruits de ses ordres en cours d'exécution, des bottes courant dans les couloirs, des portes enfoncées, et des voix s'élevant en protestation et en peur. La tempête qui s'était préparée toute la soirée éclata enfin, la pluie s'abattant contre les fenêtres, tandis que le tonnerre grondait dans le ciel, et le moment semblait presque prophétique, comme si les cieux eux-mêmes répondaient à la violence qui se déroulait à l'intérieur des murs du château. Les convulsions d'Emma s'aggravaient, tout son corps se saisissant alors que le poison attaquait son système nerveux, et le médecin travaillait frénétiquement, essayant différentes combinaisons d'herbes et de teintures tout en consultant des livres qui promettaient des remèdes anciens. Alaric l'atteint pendant chaque crise, lui murmurant des promesses qu'il ne savait pas s'il pourrait tenir, lui parlant de toutes les choses qu'il ferait une fois qu'elle serait rétablie, de l'éducation qu'elle recevrait et de la vie qu'elle mènerait et de la façon dont il s'assurerait qu'elle ne manquerait de rien. Margaret arriva à un moment donné, ayant apparemment réussi à passer les gardes pour atteindre sa fille, et Alaric lui fit de la place pour qu'elle s'agenouille à côté d'eux, regardant la mère prendre son enfant mourant dans ses bras. Margaret était au-delà des larmes, au-delà des mots, tenant simplement Emma et la berçant doucement tout en émettant de doux sons de réconfort, et Alaric se sentit comme un intrus dans ce moment de deuil intime. Mais alors Margaret le regarda, ses yeux féroces malgré les larmes, et elle dit quelque chose qui trancha son désespoir comme une lame. « Sauvez-la, ordonna-t-elle. Quoi qu'il en coûte, quel que soit le prix, je me fiche qu'elle devienne un vampire ou un démon ou quelque chose sans nom, je veux que ma fille vive. Me comprenez-vous? Faites le choix que vous avez à faire, mais ne la laissez pas mourir. » La permission libéra quelque chose en Alaric, une retenue qu'il avait maintenue parce qu'il pensait que transformer Emma serait une violation, mais si sa mère le demandait, alors peut-être que ce n'était pas son choix à faire du tout. Il regarda le médecin, prêt à donner l'ordre, mais l'homme fut soudain excité, sortant un ancien tome de son sac et lisant frénétiquement. « Il y a un rituel, dit le médecin, sa voix tremblant d'urgence, une magie interdite d'avant la formation des conclaves de vampires, une façon de transférer la force vitale d'un immortel à un mortel sans transformation complète, cela lirait vos durées de vie. Elle vieillirait lentement et vivrait pendant des siècles mais resterait fondamentalement humaine. Le processus est dangereux et pourrait vous tuer tous les deux, mais c'est la seule option à part la transformer. » Alaric n'hésita pas, ne s'arrêta pas pour considérer les implications ou les risques, demanda simplement ce que le rituel exigeait. Le médecin énuméra les ingrédients et les préparations, dont la plupart se trouvaient déjà dans ses fournitures, et les gardes d'Alaric furent envoyés en courant chercher le reste tandis que le médecin commençait à dessiner des symboles sur le sol avec le sang d'Emma mélangé à de la cendre de la cheminée.
Le rituel exigerait qu'Alaric ouvre ses propres veines et laisse Emma boire son sang pendant qu'il prononçait des mots dans une langue plus ancienne que le château lui-même, canalisant son essence immortelle dans son corps mourant et les liant de manière permanente. Si cela fonctionnait, elle survivrait. Si cela échouait, ils mourraient tous les deux, et il n'y avait aucun moyen de savoir quel résultat était le plus probable. Emma était à peine consciente quand ils commencèrent, son corps secoué de convulsions qui la détruisaient de l'intérieur. Et Alaric la déposa au centre du cercle de symboles, tandis que le médecin chantait des incantations préparatoires. Il utilisa ses propres crocs pour ouvrir son poignet, le sang de vampire jaillissant, noir à la lueur des bougies, et il pressa la blessure contre les lèvres d'Emma tout en commençant les mots du rituel. La langue semblait incorrecte dans sa bouche, des syllabes antérieures au vampirisme et touchant à des forces plus anciennes et plus fondamentales que tout ce qu'il avait rencontré en 3 siècles d'existence immortelle. Et pendant qu'il parlait, il sentit sa force vitale commencer à s'écouler dans Emma, sentit sa propre immortalité s'étirer pour englober sa mortalité d'une manière qui le rendit étourdi et malade. Les yeux d'Emma s'ouvrirent en grand, devenant complètement noirs, alors que le rituel prenait effet. Et son corps s'arqua du sol, alors que le sang de vampire et la magie ancienne luttaient contre le poison dans son système. Alaric continua de parler même s'il avait l'impression que les mots le déchiraient de l'intérieur, continua de lui donner son sang, même s'il sentait sa propre force s'épuiser à un rythme alarmant. Et il entendit vaguement le médecin l'exhorter à continuer, à terminer l'incantation quoi qu'il arrive. La tempête à l'extérieur s'intensifia, la foudre frappant si près que le tonnerre fut instantané, et dans les éclairs, Alaric vit le corps d'Emma commencer à briller, une faible luminescence qui devint plus brillante à mesure que le rituel progressait. Le poison était en train d'être brûlé, il pouvait le voir se produire, les veines noires se retirant à mesure que son sang expulsait la toxine. Mais le coup était stupéfiant, sa vision se brouillait, et sa force immortelle faiblissait pour la première fois depuis sa transformation. Il termina les derniers mots du rituel et s'effondra à côté d'Emma, tous deux inconscients avant de toucher le sol, et la dernière chose qu'Alaric entendit avant que les ténèbres ne l'emportent fut Margaret criant et le médecin hurlant à l'aide, puis il n'y eut plus que le vide et l'espoir lointain qu'à son réveil, Emma se réveillerait aussi. Alaric se réveilla dans la douleur, ce qui était en soi remarquable, car les vampires ne ressentaient pas la douleur comme les humains, leurs corps immortels étant trop divorcés de la sensation mortelle pour enregistrer quoi que ce soit de moins qu'un dommage catastrophique. Mais quoi que le rituel lui ait fait, il avait enlevé une partie de cette immunité et l'avait laissé se sentir brut et vulnérable d'une manière qu'il n'avait pas connue depuis sa transformation 3 siècles auparavant. Il ouvrit les yeux et se retrouva sur le sol des appartements d'Emma, le cercle rituel encore visible en sang séché et en cendres autour de lui, et sa première pensée cohérente fut la terreur de se réveiller seule, qu'Emma soit morte pendant son inconscience et qu'il lui ait manqué comme il avait manqué à son père. Mais ensuite, il entendit une respiration à côté de lui, régulière et forte, et il tourna la tête pour trouver Emma allongée à côté de lui, sa poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme profond d'un sommeil authentique plutôt qu'aux allaitements superficiels de quelqu'un mourant d'empoisonnement. La blessure à son flanc était refermée, complètement guérie à l'exception d'une fine cicatrice argentée qui semblait être là depuis des années plutôt que des heures, et ses lèvres étaient de nouveau roses, la teinte bleutée mortelle brûlée par la magie qui était passée entre eux. Alaric se redressa sur des bras tremblants, sa force de vampire réduite à un niveau à peine supérieur à celui d'un humain, et il rampa les quelques mètres jusqu'à Emma pour vérifier son pouls avec des doigts qui tremblaient contre sa gorge. Son rythme cardiaque était fort et régulier, sa peau chaude de vie plutôt que le froid moite de la mort imminente. Et le soulagement le frappa si fort qu'il dut fermer les yeux et simplement respirer un moment,
laissant la certitude qu'elle avait survécu l'envahir par vagues. Le médecin dormait dans un fauteuil voisin, épuisé par les efforts de la nuit. Et Margaret était recroquevillée sur le sol de l'autre côté d'Emma, une main posée sur l'épaule de sa fille, comme si elle craignait qu'elle ne disparaisse si le contact était rompu. L'aube pointait à l'extérieur des fenêtres, une lumière chaude et dorée inondant la pièce et illuminant la destruction de la tentative d'assassinat, les meubles renversés et les murs tachés de sang qui devraient être nettoyés ou remplacés avant que cela puisse redevenir une chambre d'enfant. Mais c'était des préoccupations pour plus tard. Pour l'instant, tout ce qui comptait, c'est qu'Emma respirait, que sa mère était à ses côtés et qu'ils avaient tous les trois survécu à une nuit qui aurait dû se terminer en tragédie. Alaric s'adossa au mur, conservant sa force diminuée, et il examina la connexion que le rituel avait créée entre lui et Emma. La sentant comme un fil de lumière allant de sa poitrine à la sienne, liant leur force vitale d'une manière permanente et irrévocable. Il pouvait la sentir maintenant d'une manière qui n'avait rien à voir avec ses capacités de vampire, pouvait sentir son rythme cardiaque comme si c'était le sien, pouvait percevoir le flux régulier de ses pensées, même s'il ne pouvait pas les lire clairement. Et il savait que tant qu'il existerait, elle existerait aussi, leur durée de vie liée par une magie plus ancienne que les conclaves de vampires. Les implications étaient stupéfiantes. Emma vieillirait lentement, vivant pendant des siècles au lieu de décennies, restant humaine à tous égards, sauf pour la mortalité. Et Alaric n'avait aucune idée de ce que cela signifierait pour l'un ou l'autre en termes pratiques. Lui en voudrait-elle d'avoir supprimé la durée de vie humaine naturelle, de l'avoir condamnée à regarder tous ceux qu'elle connaissait vieillir et mourir, alors qu'elle-même vieillissait à peine? En viendrait-elle à voir ce cadeau comme une malédiction, comme il voyait parfois sa propre immortalité? Mais alors les yeux d'Emma s'ouvrirent, se concentrant sur lui avec une clarté qui prouvait que son esprit avait survécu intact au poison, et elle sourit. Juste une petite courbe de ses lèvres qui transforma tout son visage. « Tu es encore là », murmura-t-elle, sa voix rauque d'avoir crié mais indubitablement vivante. Je pensais peut-être que je t'avais rêvé, que j'étais peut-être déjà morte, et que c'était juste ce que l'on ressentait en mourant. Alaric se surprit à lui sourire en retour, quelque chose qu'il ne se souvenait pas avoir fait sincèrement depuis plus longtemps qu'il ne pouvait s'en souvenir. « Je suis là », confirma-t-il, « et toi aussi, le rituel a fonctionné, tu vas bien t'en sortir. » La main d'Emma trouva la sienne, ses petits doigts s'enroulant autour de son pouce, comme il l'avait fait la première nuit dans le garde-manger, et elle posa la question qu'il redoutait. Vais-je me transformer en vampire? Devrais-je boire du sang et me cacher du soleil et vivre éternellement, comme quelque chose qui n'est plus humain? Sa voix contenait de la peur, mais aussi de la curiosité, la résilience d'un enfant qui avait trop survécu pour être complètement brisé par une chose impossible de plus. Alaric secoua la tête, choisissant ses mots avec soin, car elle méritait la vérité, même si cette vérité était compliquée. « Non, » dit-il doucement, « tu seras exactement qui tu es, humaine à tous les égards importants, mais tu vivras beaucoup plus longtemps que la plupart des humains. Tu vieilliras lentement sur des siècles au lieu de décennies, et tu seras connecté à moi d'une manière que je ne comprends pas encore entièrement. Mais tu n'auras pas besoin de sang, le soleil ne te fera pas de mal, et tu seras toujours Emma, juste Emma pour très longtemps. » Elle absorba cette information avec le sérieux de quelqu'un de beaucoup plus âgé, ses yeux cherchant dans son visage la tromperie ou un faux réconfort et n'en trouvant apparemment aucun. « M'apprendrez-vous à être une bonne reine ?» demanda-t-elle. « Parce que si je dois vivre pendant des siècles, je devrais probablement apprendre à faire quelque chose d'utile de tout ce temps. » La question le prit complètement au dépourvu. L'hypothèse désinvolte que sa durée de vie prolongée devrait être consacrée au service plutôt qu'à la simple existence. Et Alaric sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine, une dernière barrière entre qui il avait été et qui il pourrait devenir. « C'est toi qui m'apprendras à être un bon roi, dit-il. »
sa voix épaisse d'émotion qu'il apprenait encore à nommer. J'ai passé 300 ans à oublier comment voir les gens comme des humains. Tu me rappelleras chaque jour ce que cela signifie. Tu seras ma conscience, mon héritière et ma rédemption, tout cela réuni en un enfant têtu. Emma rit, le son faible mais authentique, et le bruit réveilla Margaret, qui se redressa avec un sursaut et prit immédiatement sa fille dans ses bras, la vérifiant avec des mains qui tremblaient d'épuisement et de soulagement. « Maman, » dit Emma dans l'épaule de sa mère, « je vais bien, le roi m'a sauvée, il a fait de la magie, et maintenant je vais vivre très longtemps. » Margaret regarda Alaric par-dessus la tête de sa fille, ses yeux pleins de questions, de gratitude et de quelque chose qui aurait pu être de la peur. Car quel parent n'aurait pas peur d'un roi vampire qui venait de modifier de façon permanente la durée de vie de son enfant? Alaric soutint son regard, la laissant voir tout ce qu'elle avait besoin de voir, et après un long moment, Margaret parla. « Pourquoi nous sauver ?» demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Nous ne sommes rien, juste une servante et sa fille. Vous auriez pu laisser Emma mourir et trouver une autre cause à défendre, un autre symbole pour justifier vos réformes. Pourquoi vous risquez pour des gens qui ne peuvent rien vous donner en retour? » La question méritait une réponse honnête, méritait plus que des platitudes politiques ou des mensonges réconfortants. Et Alaric se retrouva à parler d'un lieu de vérité qu'il gardait habituellement soigneusement caché. « Vous êtes tout ce que j'avais oublié que j'étais, dit-il, tout ce que je dois me rappeler si je veux être digne de gouverner qui que ce soit. Je suis devenu un monstre pour échapper à l'impuissance, et ce faisant, j'ai créé les conditions exactes sous lesquelles j'avais souffert. Voir Emma presque mourir à cause de systèmes que j'ai construits ou permis, c'était comme voir mon propre père mourir à nouveau, comme avoir 9 ans et être impuissant face à une cruauté qui se disait justice. » Il fit une pause, rassemblant ses pensées, essayant de mettre 3 siècles de traumatisme enfouis dans des mots qui auraient un sens. « Je ne peux pas défaire ce qui est arrivé à votre mari, » continua-t-il. « Je ne peux pas ramener Thomas ou effacer le mal que mon indifférence a causé, mais je peux m'assurer que cela ne se reproduise plus. Je peux utiliser le temps qu'il me reste pour construire quelque chose de mieux que ce qui existe maintenant. Et Emma sera la preuve que le changement est possible, que même les monstres peuvent se souvenir comment être humains s'ils ont le bon professeur. » Margaret pleurait en silence, des larmes coulant sur son visage, alors qu'elle tenait sa fille et assimilait des mots qui remodelaient sa compréhension du roi vampire qu'elle avait servi pendant des années sans vraiment le voir. Elle tendit la main avec hésitation, ses mains de blanchisseuse abîmée touchant le bras d'Alaric dans un geste à la fois reconnaissant et réconfortant, et il recouvrit sa main de la sienne, les 3 connectés dans un moment qui semblait sacré, malgré le fait qu'il se déroulait dans une pièce encore tachée du sang des assassins. La première question d'Emma, une fois l'émotion retombée, fut typiquement pratique, demandant si sa mère pourrait dîner avec eux ce soir, et Alaric se surprit à rire à travers des larmes qu'il ne savait pas qu'il pleurait, l'absurdité et la perfection d'un enfant qui avait failli mourir, demandant des plans pour le dîner le frappant comme la chose la plus humaine imaginable. « Oui, dit-il, votre mère peut dîner avec nous tous les soirs si elle le souhaite. En fait, j'en fais une nouvelle règle que les familles mangent ensemble chaque fois que possible. Plus de séparation entre les serviteurs et la noblesse au repas, tout le monde mange la même nourriture dans les mêmes espaces, parce qu'apparemment, il faut presque te perdre pour que je réalise à quel point nos arrangements précédents étaient insensés. » Le médecin se réveilla à un moment donné pendant cette conversation, vérifiant immédiatement les signes vitaux d'Emma et déclarant le rituel un succès complet, son corps ne montrant aucun effet persistant du poison et la connexion de la force vitale étant stable et forte. Il avertit qu'il pourrait y avoir des conséquences inattendues à mesure que la magie s'installerait, que lier l'immortalité d'un vampire à un enfant humain était sans précédent et qu'il naviguerait en territoire inconnu. Mais pour l'instant, Emma était en bonne santé et entière, et c'était tout ce qui comptait.
Alaric donna des ordres pour que la pièce soit nettoyée et restaurée, pour qu'Emma et Margaret soient déplacées dans de meilleurs appartements dans l'aile familiale où elles pourraient rester ensemble, et pour que le petit déjeuner soit apporté immédiatement, car la mère et la fille avaient besoin d'une nutrition adéquate après le traumatisme de la nuit précédente. Pendant que les serviteurs s'empressaient d'exécuter ces ordres, Alaric s'assit avec Emma et Margaret et ressentit quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis des siècles, quelque chose qu'il mit plusieurs minutes à identifier comme de l'espoir. Pas l'espoir désespéré de quelqu'un essayant d'échapper à ces circonstances, mais l'espoir tranquille de quelqu'un construisant vers quelque chose de mieux. La certitude que demain pourrait être une amélioration par rapport à aujourd'hui et que l'effort requis pour y parvenir en valait la peine. Il était terrifié, absolument paralysé par la responsabilité d'élever Emma, d'être digne de la confiance qu'elle et Margaret plaçaient en lui, de ne pas leur faire défaut comme il l'avait fait pour tant d'autres par indifférence et distance. Mais il était aussi reconnaissant d'avoir la chance de se souvenir de ce que c'était que de se soucier de personnes individuelles, plutôt que de concepts abstraits d'ordre et de tradition, reconnaissant que l'entêtement d'Emma et l'amour féroce de Margaret avaient percé des murs qu'il avait passé 3 siècles à construire. Le château s'éveillait en dessous d'eux. Les serviteurs commençant leur routine matinale et découvrant que tout avait changé pendant la nuit, que les assassins qui avaient ciblé la pupille du roi avaient été attrapés et exécutés, que les enquêtes sur la conspiration avaient abouti à des arrestations de nobles et de membres du personnel, que les réformes annoncées quelques jours auparavant étaient mises en œuvre immédiatement plutôt que progressivement. Alaric pouvait entendre la confusion et l'excitation dans les voix lointaines, pouvait sentir le château lui-même s'ajuster à une nouvelle réalité où les enfants comptaient, les serviteurs avaient des droits, et la cruauté confortable de l'ancien ordre était démantelée pièce par pièce. Le petit déjeuner arriva sur des plateaux d'argent. Portés par des serviteurs qui gardaient les yeux soigneusement détournés, comme s'ils avaient peur d'assister à la scène impossible d'un roi mangeant avec une servante et sa fille. Mais Alaric les fit installer une table convenable près des fenêtres où la lumière de l'aube entrait, chaude et dorée, et il insista pour qu'Emma et Margaret s'asseyent avec lui en tant qu'égales, qu'elles se servent avant qu'il ne touche à la nourriture, que ce repas soit un modèle de la façon dont les choses fonctionneraient à l'avenir. Emma mangea avec l'intensité concentrée de quelqu'un dont le corps se remettait encore de la famine et du poison, se frayant un chemin à travers les œufs, le pain et les fruits, avec une détermination sans faille. Et Margaret regarda sa fille manger avec une expression qui oscillait entre la joie et l'incrédulité, comme si elle ne pouvait toujours pas accepter que cela soit réel et permanent plutôt qu'un rêve qui se briserait à tout moment. Ils mangèrent en silence confortable pendant un moment, les trois assimilant les événements de la nuit précédente et la nouvelle réalité que ces événements avaient créée, et Alaric se surprit à cataloguer des détails qui leur auraient manqué auparavant. La façon dont les cheveux d'Emma attrapaient la lumière du matin, la grâce inconsciente des mouvements de Margaret malgré son épuisement, le simple plaisir de partager de la nourriture avec des gens qui comptaient pour lui. Quand ils eurent fini de manger, Emma demanda ce qui se passerait ensuite, son esprit pratique passant déjà de la survie à la planification, et Alaric exposa les changements qui étaient déjà en cours. Le personnel de cuisine corrompu avait été renvoyé et ferait face à des accusations criminelles pour détournement de fonds, leur remplaçant choisi parmi les serviteurs qui avaient fait preuve d'intégrité lors des enquêtes. Lord Hadrian et les nobles impliqués dans le complot d'assassinat étaient exilés, leurs propriétés saisies et redistribuées pour financer les nouveaux programmes d'éducation pour les enfants des serviteurs. Les réformes radicales annoncées dans la salle du trône étaient mises en œuvre immédiatement. Des rations de nourriture égales, des heures de repas dédiées aux enfants et des comités de surveillance pour prévenir les abus futurs.
Et Alaric avait nommé un conseil composé de nobles et de serviteurs pour conseiller sur les changements supplémentaires nécessaires pour rendre le château vraiment équitable. Emma commencerait son éducation dans la semaine, instruite aux côtés d'enfants de familles nobles et de serviteurs dans un mélange délibéré qui aurait été impensable quelques jours auparavant, et Margaret serait relevée de ses fonctions à la buanderie et se verrait confier un poste de responsable du bien-être de la maisonnée, utilisant sa connaissance intime des conditions des serviteurs pour identifier les problèmes et mettre en œuvre des solutions. La démission du vieil intendant avait créé une opportunité de restructurer tout le système administratif, et Alaric avait l'intention de construire quelque chose de nouveau à partir de zéro, quelque chose qui valorisait la compassion autant que l'efficacité et mesurait le succès par le bien-être des moins puissants plutôt que par le confort des plus privilégiés. C'était ambitieux au point de la folie, tenter de renverser des siècles de pratiques établies en quelques semaines. Et Alaric savait qu'il y aurait de la résistance, des revers et probablement d'autres tentatives d'assassinat avant que le nouvel ordre ne se stabilise. Mais en regardant Emma, cet enfant qui avait survécu à la famine, au poison et à la magie noire pour s'asseoir à sa table de petit déjeuner et poser des questions intelligentes sur la gouvernance et la réforme sociale, il se sentit certain d'une manière qu'il n'avait ressentie pour rien depuis des décennies. Le soleil montait plus haut, inondant la pièce d'une lumière qui transformait la cicatrice argentée d'Emma en un insigne de survie, et à l'extérieur des fenêtres, Alaric pouvait voir les terrains du château s'animer d'une activité matinale qui semblait superficiellement la même que d'habitude, mais qui était fondamentalement différente d'une manière qui prendrait du temps à se manifester pleinement. Les serviteurs marchaient le dos plus droit, leurs pas moins pressés, car ils savaient qu'ils seraient nourris correctement, quelle que soit la rapidité avec laquelle ils accomplissaient leurs tâches. Des enfants jouaient dans la cour, leur rire portant à travers les fenêtres ouvertes, et Alaric réalisa avec un sursaut qu'il n'avait jamais entendu des enfants rire dans son château auparavant, n'avait jamais remarqué leur absence parce qu'il ne les avait jamais vraiment vus comme des personnes méritant la joie. Margaret le regardait, son expression pensive, et quand elle parla, sa voix contenait une question qui allait au cœur de tout. Que se passera-t-il lorsque l'excitation initiale s'estompera? Demanda-t-elle. Lorsque le maintien de ces changements deviendra difficile et que les gens commenceront à dire que les anciennes méthodes étaient meilleures, comment évitez-vous de retomber dans une cruauté confortable lorsqu'il n'y a pas de crise immédiate vous forçant à vous en soucier? C'était la bonne question, la question essentielle, car Alaric savait que le changement systémique exigeait un effort soutenu plutôt que des gestes spectaculaires, que le vrai travail se situerait dans les choix quotidiens et les petites décisions qui soit renforceraient les nouvelles valeurs, soit les éroderaient pour revenir à des schémas familiers. Il y réfléchit attentivement avant de répondre, voulant donner à Margaret et Emma la vérité plutôt que des platitudes rassurantes. Je pense, dit-il lentement, que c'est pourquoi la survie d'Emma compte au-delà du simple fait de sauver une vie. Elle sera ici pendant des siècles, grandissant dans ce château et devenant une partie de ses fondations. Elle sera un rappel vivant de la raison pour laquelle nous avons fait ces changements. Chaque fois que je serai tentée de faire des compromis ou de régresser, je la verrai et me souviendrai de ce qui a failli arriver. Me souviendrai que le confort bâti sur la souffrance n'est pas vraiment du confort du tout. Il tendit la main à travers la table et prit la main d'Emma, sentant la connexion de force vitale vibrer entre eux. Tu es mon encre, lui dit-il, ma conscience rendue extérieure. Tu grandiras en apprenant à gouverner avec compassion, et quand je ne serai plus là, tu continueras ce travail, tu seras la preuve que le changement peut être permanent, si nous sommes prêts à nous battre pour lui chaque jour. Emma serra sa main, son jeune visage sérieux avec une compréhension au-delà de son âge. Je ne te laisserai pas oublier, promit-elle, même quand ce sera difficile, même quand les gens te diront que les anciennes méthodes étaient meilleures, je te rappellerai pourquoi nous faisons cela. Je serai têtue et agaçante jusqu'à ce que tu te souviennes.
Alaric rit, le son authentique et libre, et il réalisa que c'était ce que l'on ressentait avec la rédemption. Pas un seul moment dramatique de transformation, mais un choix continu d'être meilleur, de se souvenir, de se soucier des individus plutôt que des abstractions. L'ancien ordre était en train de mourir. Il pouvait le sentir dans l'atmosphère changée du château, dans la façon dont les serviteurs croisaient maintenant son regard au lieu de fixer le sol, dans les rires des enfants qui flottaient par les fenêtres qui n'avaient jamais porté que les bruits de l'industrie adulte auparavant. Quelque chose de nouveau naissait, quelque chose de fragile, d'optimiste et de terrifiant dans ses implications, et Alaric choisissait de le nourrir malgré le coup, malgré la résistance, malgré sa propre peur de l'échec. Il regarda Emma et Margaret, ces deux personnes qu'il avait accidentellement sauvées en le laissant les sauver, et il sentit le poids de 300 ans de distance et d'indifférence accumulés commencer à se lever, remplacé par quelque chose qui ressemblait dangereusement à un but. Le soleil continuait de monter, baignant le château d'une lumière chaude qui promettait un nouveau jour différent de tous ceux qui l'avaient précédé. Et Alaric s'assit avec une servante et sa fille, mangeant le petit déjeuner en tant qu'égaux et planifiant un avenir qui exigerait chaque once de courage et d'engagement qu'il possédait, et pour la première fois depuis plus longtemps qu'il ne pouvait s'en souvenir, il se sentit prêt pour tout ce qui allait suivre.